Elle était blonde, adorablement blonde, avec un petit accent berlinois. Il est difficile de parler sur Vigo parce que je trouve que toute chose qu'on puisse dire montre uniquement qu'on ne peut pas expliquer la personnalité de Vigo, ce qui n'est pas une exagération. Il est difficile d'évoquer la vie de Dita Parlo, celle qui fut bercée entre illusion et réalité au sein d'une époque trouble. Je suis Michel Finot, je vais vous parler de Dita Parlo. Située au bord de la mer Baltique, Stettin est une ville de l'Empire allemand devenue polonaise en 1945. C'est là que naît, le 4 septembre 1908, Gerda Olga Justine Kornstedt. À 16 ans, attirée par la danse, Gerda est inscrite par sa mère à l'école de cinéma créée à Berlin au sein de l'UFA. Elle travaille au studio légendaire de Babelsberg à Potsdam, dont l'un des dirigeants est Eric Pommer, producteur de Metropolis. Son nom de scène est Dita Parlo. Dita, du diminutif de son prénom Gerdita, et Parlo, emprunté à ses ancêtres du côté de sa famille maternelle. Remarquée par Pommer, elle débute par un rôle d'esclave dans le film d'Alexandre Volkov, Scheherazade, en 1927. Elle a 19 ans. Les productions s'enchaînent alors. Sa carrière d'actrice est lancée et très vite, Dita Parlo devient célèbre dans des rôles romantiques. Elle incarne une jeune fille spontanée et naïve dans le premier film parlant allemand, La Mélodie du cœur, où elle est cette fois en haut de l'affiche. Elle est remarquée par Hollywood car elle incarne à merveille la jeune fille du peuple généreuse et sensible à laquelle chacun peut s'identifier. Après les succès de ses films, Dita Parlo se rend en Amérique pour un tournage de film avec Maurice Chevalier. Reporté de semaine en semaine, ce film ne se fera pas et Dita Parlo revient en Europe car elle est sous contrat avec l'UFA. D'y avoir tourné, je suis bien heureuse d'avoir été en Amérique. C'est un pays magnifique que nous autres, gens d'Europe, ne voyons pas comme il est réellement.
Pourtant, les vedettes à Hollywood s'habillent avec une simplicité étonnante. Greta Garbo, par exemple, qui est si merveilleusement habillée à l'écran, est d'une négligence presque incompréhensible dans la vie courante. C'est une femme très étrange. Elle ne va jamais aux parties qui sont arrangées chaque jour. Et on dit même qu'elle est rentrée en Suède et qu'elle ne tournera plus jamais. Peut-être qu'elle dit vrai, tout est bouleversé en Amérique depuis l'arrivée du cinéma parlant. On ne peut pas vraiment se faire une idée du mouvement. Il y a peut-être des changements assez importants, des acteurs connus qui vont disparaître. Leur grande idole, à qui le public ne sera jamais infidèle, c'est Mary Pickford. Pour les Américains, c'est l'actrice parfaite, l'inimitable. On m'a demandé à Hollywood pour que je sois la leading lady, la starlette de Maurice Chevalier. D'abord pour un film sonore où Chevalier aurait chanté quelques chansons, et ensuite pour un film parlant, mais nous en avions tous les deux un. Au fond, ce n'est pas plus mal que je n'ai pas joué avec Maurice Chevalier. Il est si charmant et je serais sûrement tombée amoureuse. Et Yvonne Vallée n'aurait pas été contente. Qu'aurais-je fait si je n'aurais pas été actrice? Je voulais être monitrice dans une école de gymnastique. Mais depuis, ma vie a profondément changé. Bouleversée par le cinéma. Je ne sais pas pourquoi on me charge toujours de rôle d'innocent, doigt blanche. Mon caractère est en totale contradiction avec ce genre de créature. Au fond, on ne fait jamais ce qu'on veut dans la vie. Beaucoup de gens sont persuadés qu'ils conduisent leur destin, mais au fond, en réalité, je crois de plus en plus que c'est notre vie qui nous mène. Oui, ce sont les circonstances qui font ce que nous sommes. Cela va vous sembler drôle, peut-être ridicule. Quelquefois, j'ai envie de me retirer à la campagne, de labourer la terre, d'être une petite paysanne, de me sentir divinement fatiguée par une journée de travail. Ne me regardez pas comme si j'étais un peu folle, je vous le dis en toute sincérité. Cette vie rude m'aurait enchantée. N'oubliez pas les belles fêtes, les danses, les soirs de dimanche, la santé. Respirer à plein poumon dans un calme paysage. Ces émotions-là valent bien le songe enchanté du cinéma. Dita Parlo reprend le chemin de l'Amérique, tourne 2 films sans grand succès. La vie agitée et harassante de Star finit par lui peser. Elle s'accommode mal de l'esprit d'Hollywood. Elle décide de quitter la carrière d'actrice. Elle passe une année à New York. Elle envisage de faire de la peinture et du journalisme. Elle rentre en Europe, fait une croisière au Proche-Orient, visite l'Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie et la Grèce, où elle séjourne quelques mois. Elle s'installe à Paris en 1934. Le rôle, certes, me plaît. J'ai des scènes extrêmement dramatiques où je suis furieuse et j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi, mais depuis Rhapsodie hongroise, tout le monde ne me voit plus qu'en Madone, en petite fille innocente et douce. Je ne pense pas que ce soit vraiment là mon caractère. Je me vois plus comme une canaille sympathique et au fond assez peu dangereuse. Mais on me veut encore plus inoffensive. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois pleurer dans ce film. Je suis plus que contente de travailler ici. Paris m'enchante de jour en jour davantage. Duvivier, mon metteur en scène, d'ailleurs, est très agréable. C'est en somme la première fois qu'un réalisateur me laisse tant de liberté dans mon interprétation. J'en fus au début un peu surprise, parce que les metteurs en scène allemands m'imposaient beaucoup leur conception de tel ou tel jeu de scène. Mais maintenant, je m'y fais très bien. Je m'entends parfaitement avec Monsieur Duvivier, et je sens que sa méthode a aussi ses avantages. Je regrette seulement que le film Au bonheur des dames soit un film muet. Mais mon travail dans le film parlant Mélodie du cœur m'a beaucoup intéressée. L'autre jour, c'était très amusant. Nous tournions devant la gare Saint-Lazare et pour empêcher les curieux de regarder, la caméra était dissimulée derrière une auto, près de laquelle je marchais les bras chargés de paquets et de boîtes. Je passais au milieu du trafic énorme parmi les jurons des chauffeurs de taxi. C'était si drôle que j'ai dû de temps en temps me tourner de l'autre côté de la voiture pour donner libre cours à des accès de rire, que je réprimais vite pour reprendre mon expression sérieuse et triste. Je vais repartir à Berlin pour un tournage et j'ai vu Monsieur Vigo et Monsieur Renoir pour une proposition de rôle d'ici quelques mois, ou quelques années, mais je n'en sais pas plus. L'Allemagne se trouve en pleine effervescence. La guerre civile menace, le mouvement nazi mène une lutte acharnée pour prendre le pouvoir.
Dita Parlo reste à Paris. Elle a des propositions de tournage et aime profondément la France. Une nouvelle carrière cinématographique s'ouvre à elle. Toute une série de films, dont certains grands classiques du cinéma, lui sont proposés. Dans l'Atalante, avec Michel Simon et Jean Dasté, sous la direction de Jean Vigo, c'est le rôle d'une jeune fille, Juliette, qui lui est confié. Allons la mère, allons, vous plaignez pas, elle est tombée sur un bon gars. Et puis, elle reviendra bien un jour. Quand je pense qu'elle avait jamais quitté le village. Allez, voyez-vous là, 2 par 2. Voyez pas, les mariés sont déjà arrivés au bout du village. Dans le film néo-réaliste Rapt de Dimitri Kirsanov, elle interprète le rôle d'une jeune paysanne enlevée par un homme d'un village voisin. En 1936, elle joue dans le film Mademoiselle Docteur, ressorti sous le titre Salonique, nid d'espions, avec Pierre Blanchard, Pierre Freinet, Charles Dulin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Viviane Romance. En 1937, elle tourne la version anglaise de ce film avec John Loder et Erich von Stroheim. Dans La Grande Illusion de Jean Renoir, elle est Elsa, une jeune paysanne allemande qui recueille 2 soldats français évadés d'un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, interprété par Jean Gabin et Marcel Dalliot. Ce film sera déterminant dans sa carrière d'actrice. La même année, elle interprète L'affaire du courrier de Lyon de Claude Autant-Lara avec Pierre Blanchard et Charles Dulin, où elle tient le rôle de Mina Lesurque, femme d'un notable accusé à tort et exécuté. En 1938, elle tient des rôles importants dans toute une série de films. Ultimatum avec Erin von Schwein, Paix sur le Rhin avec Françoise Roset, La rue sans joie avec Albert Préjean et Fréhel, L'or du Cristobal de Jacques Becker avec Charles Vanel. Choisie par Léonide Mogui pour son film L'empreinte du Dieu, Dita Parlo se voit retirer le rôle en plein tournage en raison de sa nationalité. Elle est née allemande et la guerre vient d'éclater. Pour respecter son contrat signé avec le producteur français, elle a refusé de quitter la France où elle vit depuis plusieurs années pour se réfugier à l'étranger où ses amis lui conseillaient de se rendre. Elle aurait pu partir pour les États-Unis où Orson Welles l'avait engagée pour un film. Lorsqu'elle voulut le faire, on lui refusa l'autorisation de quitter la France. C'est là, pour Dita Parlo, que s'ouvre la période la plus douloureuse et la plus tragique de sa vie. Dita Parlo est arrêtée en mai 1940 avec tous les réfugiés allemands qui avaient fui l'Allemagne d'Hitler. Internée au camp de Gurs pendant 2 mois, elle est libérée par l'armée allemande au mois de juillet. Elle revient à Paris où elle est placée sous surveillance par la Gestapo.
elle est menacée d'être envoyée dans un camp de rééducation en Allemagne. Les nazis supportent mal que Dita Parlo, internationalement connue, n'ait pas tourné en Allemagne depuis la prise de pouvoir par Hitler. Ils lui reprochent d'avoir aussi travaillé avec des producteurs et acteurs juifs, tels que Marcel Dalio. Les nazis lui reprocheront de lui avoir lavé les pieds dans le film La Grande Illusion. À la Libération, elle est arrêtée. Elle a été chargée par plusieurs personnages importants du nazisme et de la collaboration. Pierre Boni, l'un des chefs de la Gestapo française, l'accuse notamment pendant son procès d'avoir été une indicatrice et la maîtresse de Lafont, l'autre responsable de cette sinistre institution. Un capitaine de la Gestapo de Toulouse se vante d'avoir été son fiancé, espérant que l'image anti-nazie de l'actrice contribue à le blanchir. Elle est envoyée avec sa mère au camp de Drancy, au camp de la Chauvinerie à Poitiers, au fort de Noisy-le-Sec à Romainville. Pour autant, aucune charge précise ne put être retenue contre elle, sinon sa nationalité allemande. Inquiète pour sa mère, elle sollicitera le pasteur Frank Goethal, qui deviendra son mari quelques années plus tard. Il la fera libérer une première fois, en octobre 1945, mais l'acharnement et l'animosité de ses accusateurs la firent arrêter une nouvelle fois en novembre de la même année. Inculpée cette fois d'intelligence avec l'ennemi, elle est écrouée à la prison de Fresnes. Dita Parlo est relaxée en avril 1946 et libérée. L'instruction de son dossier remis à la justice militaire sera clos en 1949 par un non-lieu. Elle épouse Frank Goethal à Paris le 16 mai 1949 dans la plus stricte intimité. Une nouvelle vie commence pour elle, loin du monde du cinéma, mais plus proche de ses idéaux qu'elle exprimait dans ses interviews de jeunesse. L'actrice a disparu. Pendant des années, Dita Parlo passe les vacances d'été dans la maison familiale de son mari à Montéchereau. Elle réalise là ses rêves de ruralité. En 1950, son ami André Cayatte lui propose un rôle dans le film Justice est faite, celui d'une amante éplorée. En 1964, elle est interviewée par Jacques Rosier dans son film documentaire Cinéaste de notre temps, où elle parle de Jean Vigo et de son rôle dans l'Atalante. Vous savez qu'il est en bas. Il vous verra. Oui, j'en ai pris mon parti. Tu auras une occasion de nous saluer. Accompagnez-moi jusqu'à ma voiture. Eh bien, vous nous quittez encore. Je penserai à vous. Vous devriez penser à vos domaines, à ce qu'il en reste. Je ne jouerai que quelques arpents de neige. Ça fait combien de villages et combien d'âmes? Vous m'ennuyez, mon ami. Vous auriez dû dire cela à votre père, à Pétersbourg. Quand vous lui avez demandé ma main, je ne paierai plus vos dettes. Nous verrons bien.
La princesse de Lamballe, Gramont, Saint-Ange, comme il en manque. Et puis Serge. Je sens mon cœur qui bat, qui bat. Je ne sais pas pourquoi. Et de tout cela, il ne reste rien. Et je suis ici toute seule. Avec mes nuits blanches. Je crains de lui parler la nuit. J'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime. Et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat, qui bat. Je ne sais pas pourquoi. Il venait, disons peut-être 2 mois en été, à peu près. Il venait régulièrement. Et elle, on la voyait souvent derrière parce qu'elle aimait discuter avec mon papa. Elle aimait ce genre d'homme, enfin ce genre d'homme. Disons qu'il était près de la nature, il aimait, voilà. Elle parlait beaucoup avec. Et aussi elle se mettait devant, sur une chaise longue. Je me souviens quand on passait dans la rue, on la voyait, on lui disait bonjour. Moi je trouve qu'elle était très humaine, très gentille. Elle a dû souffrir dans sa vie. Elle descendait la rue, elle allait se promener dans tout le village. Et mon père descendait aussi. Et il pleuvait, comme aujourd'hui. Elle lui dit « Venez sous mon parapluie !» Elle le prend sous le bras, par le bras. « Je vous le dis, si jamais je tourne vers un western, je vous embauche. » Alors ça, elle venait boire quelque chose, enfin elle était bien avec mes parents. Et il y avait une petite voisine là, la fille de monsieur Thoman, qui est mariée maintenant, qui a des enfants, des petits-enfants. Et quand elle avait 9 ans, peut-être elle allait avec sa maman chez Ruth et chez Dita. Et elle lui donnait toujours des caramels, mais pas n'importe quel caramel, c'était des Klaus. Klaus. Elle lui disait « Tu veux voir ma penderie? Viens, je vais te montrer toutes mes robes. » Je faisais des commissions à beaucoup de personnes du village. Puis ça se trouve, j'ai peut-être fait des commissions aussi à Madame Vita Parlo.
j'étais assise sur une marche de l'escalier. Donc elle a discuté avec moi, elle voulait que j'étais sage. Et puis elle m'a donné une boîte de caramel. Donc, ça m'a marqué parce que c'était une marque, la marque Klaus. Je me souviens qu'elle m'a appris à prononcer son nom en allemand. Parce que je l'avais déjà vu jouer dans les films. Donc j'ai vu La Grande Illusion, La Dame de Pique. Je l'avais très gentille, simple. J'ai eu le bonheur de voir sa garde-robe. Elle ouvrait l'armoire. Oh, j'étais émerveillée. Hein. Là, j'étais contente. Hein. J'ai dit, bon, c'était pas ma taille. C'est dommage parce que j'aurais aimé en essayer. Elle avait des robes de couleurs. Du gris, il y a pas mal de couleurs. Puis je me disais, mais elle ne doit pas plus les porter, elle ne les porte plus parce qu'elle était toujours en pantalon. Et puis elle était bien amie avec Christiane Meignet, puisque j'ai vu l'article sur le MAG. Alors, elle aimait le Folvo. Madame Meignet, quand avez-vous rencontré Dita Parlot pour la première fois? En 1958. Dans quelles circonstances? Eh bien, elle venait en vacances dans la maison à côté d'où nous habitions avec mon mari. Voilà. Elle venait quand? L'été? Elle venait l'été, oui, il y a en principe 1 mois et demi, 2 mois. Et quel souvenir vous gardez d'elle? Quelle femme était-elle? C'était une femme très simple, très gentille. Quand nous avons eu des enfants, elle aimait beaucoup venir les voir, parler avec eux. Si j'allais me promener avec le landau, elle me demandait pour m'accompagner. Donc voilà, j'ai un très très bon souvenir de Dita Parlot. Je me souviens de l'avoir vue, mais la toute première. La seule chose qui m'a marquée, c'est que j'avais trouvé quelqu'un de, on va dire, banal, qu'on ne remarque pas spécialement, comme une personne du village, sans plus. Habillée sobrement, et là, une fois où je l'ai vue avec un chapeau de paille, voilà, qui revenait parce qu'il faisait chaud. Elle parlait de ce qu'elle faisait à Montécheroux, qu'elle avait rencontré par exemple, mais elle ne parlait pas d'elle parce que la première fois où je l'ai vue, j'ai pas su que c'était Dita Parlot. Vous l'avez su quand? Quand j'ai demandé, j'ai dit tiens, j'ai discuté quelqu'un qui sortait de la maison. C'était qui? Elle m'a dit c'était Dita Parlot. Voilà. C'est comme ça que j'ai su que c'était elle. Et le nom vous disait quelque chose? Ah oui, parce que dans la famille on en parlait quand même un peu. Voilà. Mais autrement, non. Pas plus. Hein. Puis ma tante qui était d'une discrétion pas possible, elle racontait même pas ce qu'elles avaient dit. Hein. Et là, mais elle avait plus de contact avec ma tante. Parce que ma tante qui s'appelait Suzanne était très bien avec elle. Mettons que les souvenirs que j'ai, ça doit dater, je devais avoir entre, je sais pas, peut-être 6-7 ans, jusqu'à sa mort en fait. Alors elle venait pas souvent parce qu'il vivait à Paris, mais en revanche il venait 2 mois l'été. Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'on les rencontrait, donc on rencontrait le couple. Franck et Dita Parlot venaient chez mes grands-parents. On déplaçait, c'est-à-dire que Franck était là, Dita était là. D'accord. Ensuite, il y avait mon père, ma mère, ma tante. Ensuite, il y avait les grands-tantes avec les enfants et ma grand-mère à l'autre bout de la table. C'était vraiment quelqu'un qui passait partout. Il n'y avait pas de... Moi, j'ai jamais ressenti avec elle, comment dire, une distance. Alors qu'avec Franck, qui était pasteur, lui, il était beaucoup plus austère, et, il était beaucoup plus distant. Elle était assez fascinante pour la petite fille que j'étais moi. Enfin, c'était fascinant pour tout le monde, je pense. Au moment de ces fameux repas, elle faisait des choses qui, dans cet environnement-là, c'était des choses détonnantes, hein, tu vois. Et là, oui, Franck la regardait avec un petit sourire. Par exemple, elle dansait au moment du dessert, ou alors elle allait réciter un poème de Goethe en allemand, ou alors elle allait jouer l'actrice pendant 2-3 minutes, mais pour s'amuser en fait.
Et dans cet environnement qui est quand même plutôt très austère, c'était détonnant. Il y a un côté chez cette femme qui est, comment te dire, qui n'est pas provocateur, mais qui est... elle s'amusait en fait. Une femme lumineuse, mais vraiment, elle était presque solaire, cette femme. C'est vrai, hein. Très gaie aussi. J'ai souvenir de quelqu'un de très gai. Une grande simplicité, il n'y avait pas de... Bien sûr qu'elle avait vu ses films, mais elle a surtout vu La Grande Illusion. Et La Talente également. Mais ce qui m'a le plus marqué, ça reste quand même La Grande Illusion avec elle. Erich von Stroheim, comme je te le disais tout à l'heure, et Gabin. C'est vraiment quelqu'un qui avait un fil rouge, quoi. Et son fil rouge n'était pas lié à l'ego. Alors je pense seul, et tard le soir, à toi dit ta parole. Je pense aux êtres chers qui t'ont aimé, oui, qui t'ont aimé. Je pense à tes joies, à tes mystères, la grande illusion de vie. Mais dans tes yeux la vie est éphémère, artiste infini. Dit ta parole. Dit ta parole.